Messieurs, chers collègues, je vous propose de débuter ce conseil municipal qui est le premier de cette mandature dans cette salle André Diegan Diouf. Évidemment, nous pensons à André qui est décédé en avril 2020, qui effectivement n'a pas pu être installé puisque l'installation du conseil municipal s'est fait après. André Diegan qui est décédé, vous le savez, de la Covid, et André qui était enseignant et qui appréciait particulièrement cette période de septembre, de la rentrée en tant qu'enseignant. Donc ce soir, je crois que l'on pense davantage à lui en tout cas. Voilà, notre collègue Isabelle Pasteur va procéder à l'appel. Ça marche. Rémi Détang. Présent. Isabelle Pasteur. Moulet-Gélal. Présent. Catherine Gauzy. Présent. Philippe Schmitt. Présent. Sandrine Mutin. Mario Luchin. Patricia Bonneau. Valentin Niaourou. Kéra Bouziane-Laroussi. Kamaï Souvon-Lassi. Annette Malaclet, excusée, pouvoir à Patricia Bonneau. Saturnin Aounou. Denis Reuet, excusé, pouvoir à Saturnin Aounou. Evelyne Préoni-Vincent. Sylvain Boulogne. Isha Melcret. Véronique Bachelard. Céline Froidureau. Sophie Pantier. Moussa Bamba, excusé, pouvoir à Kamaï Souvon-Lassi. Noélie Bengeli, excusé, pouvoir à Catherine Gauzy. Joseph Thomas. Naïma Comblon, excusé, pouvoir à Sébastien Canquer. Benoît Milot. Virginie Dos Santos. Sébastien Canquer. Raymond Maguet. Gérard Declat. Le quorum étant atteint, nous pouvons valablement délibérer. Merci. Et je vous propose Moulet-Gélal en tant que secrétaire de séance. Donc je soumets à votre approbation. Y a-t-il des avis contraires? Voilà, il va falloir se réhabituer effectivement à ces micros. Donc je n'en vois pas. Donc Moulet est installé secrétaire de séance et je nomme Johan Lavier auxiliaire de séance. Je vous propose de passer peut-être une nouvelle c'est une bonne nouvelle d'ailleurs. Nous avons reçu, nous l'avons reçu vendredi, c'est suite à la délibération du jury national du label Ville et Village Fleuris, une note nous informant que la commune est renouvelée pour le label 4 fleurs. Donc c'est une vraie fierté que j'imagine nous allons partager ensemble. Et non seulement nous sommes renouvelés donc 4 fleurs, mais nous avons également obtenu le prix spécial de la diversité végétale. Donc c'est le travail, la volonté des élus, certes, mais c'est aussi le travail, l'expertise, c'est la reconnaissance des agents de la ville de Quetigny, et ça ne concerne pas que et avec toute leur qualité bien sûr, les agents qui s'occupent des espaces verts. C'est l'ensemble des agents qui ont participé, qui ont travaillé, qui ont permis d'accueillir le jury et de passer notre examen en juin dernier. En tout cas, cette reconnaissance est importante. Je l'ai dit, c'est une fierté et elle traduit notre ambition d'une ville verte où il fait bon vivre et vieillir. Voilà, c'est un prix que nous irons chercher le 14 décembre prochain. Je vous propose donc de passer au premier dossier de notre conseil municipal. Donc c'est l'approbation du compte-rendu du conseil municipal du 28 juin dernier. Il s'agira du dernier compte-rendu approuvé dans cette forme, car la modification, vous le savez, du règlement intérieur du conseil municipal va changer, que je vais vous présenter. Et nous le verrons, il y a un décret qui introduit l'obligation de réaliser un procès verbal
qui sera là aussi à approuver en début de chaque séance du conseil municipal. Donc pour le compte-rendu du conseil municipal du 28 juin dernier, y a-t-il des remarques? Je n'en vois pas, je soumets à votre approbation, qui est d'avis de voter contre, de s'abstenir. Donc nous avons 6 abstentions. Et de voter pour donc les autres. Le rapport 2, c'est donc la modification du règlement intérieur du conseil municipal. Vous l'avez vu, la réforme du 1er juillet dernier concernant les règles de publicité, d'entrée en vigueur et de concertation des actes pris par les communes et découlant de l'ordonnance 2021-1310 et du décret 2021-1311 du 7 octobre 2021 nous conduisent donc à modifier notre règlement intérieur du conseil municipal. Le compte-rendu de ce conseil est officiellement supprimé, je viens de le dire. Dorénavant, un procès-verbal prendra sa place et sera soumis à l'approbation du conseil municipal en début de chaque séance suivante. Une fois approuvé par les élus, ce dernier sera signé par le maire et par le secrétaire de séance. Vous n'aurez donc plus à signer individuellement comme nous le faisions jusqu'à présent. Et il en est de même pour le registre des délibérations. Le procès verbal contiendra la date et l'heure de la séance, les noms du président, des membres du conseil municipal présents ou représentés et du secrétaire de séance, le quorum, l'ordre du jour de la séance, les délibérations adoptées et les rapports au vu duquel elles ont été adoptées, les demandes de scrutin particulier et les résultats des scrutins. La teneur des discussions, au cours de la séance seront également rapportées dans le procès-verbal. L'intégralité, vous en doutez bien, de nos échanges ne seront pas retranscrits. Cela étant trop lourd à mettre en œuvre et la vidéo de nos échanges étant publique, mais nous intégrerons désormais au procès-verbal un résumé synthétique des échanges. Les représentants de l'opposition que j'ai reçus dernièrement lors de la rentrée ont d'ailleurs accepté de nous faire parvenir la retranscription écrite de leurs interventions pour faciliter le résumé. Par ailleurs, nous profitons de ces modifications réglementaires pour intégrer dans notre règlement intérieur une information supplémentaire sur la retransmission des débats sur YouTube, comme cela est actuellement le cas, ou sur toute autre plateforme numérique similaire. Donc vous avez pu le voir dans notre règlement, les modifications intègrent effectivement ce décret. C'est par exemple de dire que en fin de réunion, le registre des séances sera signé par le maire et le secrétaire de séance. C'est également les rajouts à l'article 14 qui remplacent les anciens articles 25 et 26. Donc toutes ces précisions, c'est les contrôles. Donc je l'ai dit, on intègre complètement dans notre règlement les nouvelles données. Et pour améliorer autre modification non réglementaire, donc pour améliorer la cohérence du règlement intérieur, on précise effectivement, jusqu'à présent on précisait que c'était diffusé sur YouTube et maintenant c'est toute autre plateforme numérique similaire. Voilà pour la modification donc de notre règlement intérieur. Y a-t-il des interventions? Monsieur Decla? Oui. Cette modification nous réjouit, puisqu'elle permet sans doute, nous l'espérons, de résoudre les petits différends que nous avions eus à propos de nos interventions, l'opposition en particulier ou en général, et le contenu.
Donc, nous l'acceptons avec grande satisfaction. Simplement, nous demanderons, s'il est possible, au moment où ce procès-verbal est rédigé, si on peut nous le soumettre dans ces grandes lignes, une sorte de première mouture, pour qu'on puisse vérifier que on a bien défendu nos idées, ce qui éviterait d'avoir des débats, par exemple, en début de séance. Voilà. Non, nous défendrons vos idées, il n'y a pas de problème. Enfin, l'écriture de vos idées. Mais oui, c'est l'engagement que j'ai pris lorsque nous nous sommes vus avec en début de rentrée. Oui, bien sûr, nous gagnerons du temps. C'est aussi parce que j'imagine bien que dès aujourd'hui, dès ce soir, nous ne serons pas toujours d'accord sur les comptes rendus, sur les procès-verbaux. Donc, mais d'où l'importance d'y travailler en amont, de façon à ce que quand le conseil municipal se réunira, le travail aura été fait. Tout à fait. S'il n'y a pas d'autres interventions, je soumets à votre approbation, qui est d'avis de voter contre, de s'abstenir, donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Rapport numéro 3, c'est notre collègue Isabelle Pasteur, donc adjointe déléguée aux finances, à la relation avec les entreprises et à la tranquillité publique qui nous le présente. C'est la taxe foncière sur les propriétés bâties, notamment la modulation de l'exonération de 2 ans en faveur des constructions nouvelles à usage d'habitation. Alors, ce soir, il vous est proposé de fixer à 40% de la base imposable l'exonération de 2 ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des constructions nouvelles, addition de construction, reconstruction et conversion de bâtiments ruraux en logements pour ce qui concerne les immeubles à usage d'habitation terminés après le 1er janvier 2022 et qui ne sont pas financés au moyen de prêts aidés de l'État. Autrement dit, pour les 2 premières années, les nouveaux propriétaires seront assujettis à la taxe foncière qu'à hauteur de 60% de la base imposable de leurs biens. Toutefois, il est important pour nous, majorité municipale, de continuer à maintenir une exonération pour les propriétaires modestes. Aussi, les propriétaires ayant bénéficié de prêts financés par l'État ou conventionnés resteront totalement exonérés de cette taxe foncière pendant 2 ans. De même, les titulaires de l'allocation de solidarité ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité ou de l'allocation adulte handicapé, les personnes de plus de 75 ans en cas d'installation dans une maison de retraite ou les personnes au montant de ressources faibles, donc inférieur à 11 276 €, continueront également à bénéficier de cette exonération totale. La baisse de l'exonération de taxes foncières que nous vous proposons de voter ce soir permet d'une part une équité fiscale entre les contribuables puisque les nouveaux locaux professionnels sont exonérés de droit à 40%, d'autre part de répondre aux enjeux de développement des services publics sur le territoire de la commune en lien avec les besoins des nouveaux habitants dans un contexte financier contraint pour notre commune. Plus précisément, les constructions nouvelles génèrent un besoin croissant en termes de services et d'équipements publics, se traduisant par une hausse des dépenses pour la ville. La modulation de l'exonération permet donc de maintenir un lien entre les charges supplémentaires induites par les occupants des constructions nouvelles et les recettes fiscales générées. Cette baisse de l'exonération de taxes foncières durant les 2 premières années pour les nouveaux propriétaires représentera pour la commune une recette fiscale supplémentaire de 31 115 €, donc en 2023, puisque ça concernera 65 nouveaux logements, et de 87 600 € en 2024, puisque là on aura 118 logements. Et enfin, pour compléter donc mon propos, 13 communes métropolitaines ont d'ores et déjà fait le choix de supprimer cette exonération depuis 2020. Voilà. Merci. Isabelle, y a-t-il des interventions? Monsieur Maguet. La taxe foncière sur l'habitat n'est pas l'impôt le plus juste qu'on puisse imaginer. Quel que soit leur revenu, toutes les personnes et ménages assujettis payent en effet le même montant, toutes choses égales par ailleurs. De même, pour les exonérations, elles sont d'un secours réel pour une partie des propriétaires, et sont un cadeau aux plus riches et aux investisseurs. Même avec la version ancienne de la loi, nous avions la possibilité de supprimer l'exonération à 100%. À ma connaissance, nous ne l'avons pas fait.
Aujourd'hui, vous nous proposez d'écarter toute possibilité d'exonération supérieure à la loi, supprimant en même temps ce coup de pouce très utile ou indispensable à celles et ceux dont les revenus sont modestes, sauf les catégories que vous avez citées tout à l'heure. Allez comprendre, ou plutôt comprenons, que l'inflation et la hausse de l'énergie ne permettent plus ce genre de cadeaux, au détriment de celles et ceux qui en auraient vraiment besoin. Certes, il y a urgence à décider, pour autant, nous n'avons aucune raison de pénaliser une partie des contribuables aux bas ou revenus modestes. Comme par ailleurs, nous n'approuvons pas cette loi que nous estimons plutôt injuste, nous nous abstiendrons sur ce projet de délibération. Merci. Y a-t-il d'autres interventions? Il n'y en a pas. Je crois que Mme Pasteur l'a rappelé. C'est aussi de répondre aux enjeux de développement des services et équipements publics sur le territoire. C'est aussi des prix d'immobilier qui, la ville maîtrisant le foncier, ont été aussi négociés avec les promoteurs. Parce que s'il n'y avait pas ces négociations-là, les prix à Quetigny seraient plus importants. Donc chacun des acheteurs bénéficie aussi de ces négociations que l'on a pu avoir. Donc, et ça a été rappelé, alors on aurait pu le faire avant, effectivement, on ne l'a pas fait. Aujourd'hui, je crois que la ville est dans une situation, le contexte économique fait que, vous l'avez vu, les fluides, je ne vous rappelle pas les délibérations que nous avons prises en juin dernier, et il est important aussi qu'il y ait cette contribution de la part de chacun, même les nouveaux arrivants, et nous faisons tout pour avoir de nouveaux habitants, et puis aussi que nos enfants puissent habiter à Quetigny. Alors c'est un peu paradoxal que vous défendiez effectivement, et j'entends votre désaccord par rapport à la loi, mais pour autant, si ces personnes peuvent rester habiter à Quetigny, c'est parce que nous avons lancé un programme d'urbanisme que vous avez condamné et dont vous avez dit le plus grand mal, mais grâce à notre intervention, grâce au programme que nous avons présenté aux habitants lors des dernières élections, ce programme continue et nous allons bientôt arriver au terme des constructions. Les nouveaux arrivants, Isabelle l'a rappelé, vont arriver et vont participer ainsi effectivement à l'effort pour faire que la ville puisse contribuer en tout cas aux services mis à disposition. Je ne rappelle pas, c'est la cantine scolaire qui n'augmente pas à Quetigny, c'est les écoles, c'est le centre de loisirs sans hébergement, voilà, tous ces services-là sont importants et chacun il doit contribuer à faire que ces services continuent à offrir la meilleure qualité aux familles de Quetigny. Je soumets à votre approbation, qui est d'avis de voter contre, de s'abstenir, donc 2 abstentions. La délibération est approuvée. Je vous remercie. Rapport numéro 4, c'est l'avenant numéro 7, donc à la concession d'aménagement dans le cadre de la ZAC Cœur de Ville et secteur Avenue, et c'est toujours notre collègue Isabelle Pasteur qui nous le présente. Il vous est proposé que le versement de la rémunération forfaitaire versée à l'ASPLAD reflète au mieux l'avancée opérationnelle. Jusqu'ici, la rémunération forfaitaire était prévue tous les 5 ans, avec un versement annuel, et cela indépendamment de l'avancée de l'opération. Toutefois, cette actualisation n'était pas adaptée au dynamisme d'une opération d'aménagement d'ampleur nécessitant des bilans annuels. Ainsi, il est envisagé donc d'actualiser le montant de la rémunération forfaitaire tous les ans au lieu de tous les 5 ans, et d'intégrer la possibilité de ne pas appeler systématiquement et chaque année la rémunération forfaitaire de manière à ce que l'échéancier de son versement corresponde au mieux à l'avancée de l'opération. Et je confirme que ces 2 modifications n'affectent pas le montant de rémunération de l'ASPLAD. Merci. Des interventions? Monsieur Maguet. Nous voterons cet aménagement technique de la rémunération forfaitaire de l'ASPLAD, ce qui, de notre part, ne vaut pas approbation des modalités
et du montant de la rémunération de cette société. Nous supposons que c'est notre collectivité qui a proposé cet avenant numéro 7 à la Convention de 2014. L'abandon de l'actualisation tous les 5 ans nous paraît en effet préférable, mais si l'on estime qu'il reste environ 3 ans avant la fin de la concession d'aménagement et que l'ASPLAN n'envisage probablement pas de prendre une année sabbatique d'ici la fin des travaux, ne serait-il pas plus simple d'en rester à l'actualisation forfaitaire annuelle sans y intégrer la possibilité de ne pas y appeler systématiquement et chaque année? Question: le forfait de rémunération fait-il l'objet d'un paiement réel ou d'une simple écriture comptable avant régularisation en fin d'opération? Je n'ai pas compris. Pour répondre à votre question, effectivement, c'est une opération d'écriture comptable. C'était ça votre question? Voilà. Et bien, la réponse, c'est ça, oui. Donc, opération d'écriture comptable. Voilà. C'est pas la ville. C'est pas la ville qui a demandé effectivement à revoir. Enfin, l'avenant n'est pas. Il est valable pour toutes les communes. Mais je vous rappelle que nous sommes actionnaires de la SPLAD. C'était une vraie volonté politique aussi que d'être actionnaire de la SPLAD. Et effectivement, il est pas question. Je partage là pour le coup complètement votre avis. Il n'est pas question que la SPLAD fasse une année sabbatique. Il faut avancer. Il n'y en a pas, je soumets à votre approbation. Qui est d'avis de voter contre, de s'abstenir, donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Alors, rapport numéro 5. Cette fois-ci, c'est toujours la SPLAD, évidemment dans le cadre du LASAC Cœur de Ville, et c'est le compte-rendu annuel de la collectivité, autrement dit, le CRAC, au 31 décembre 2021. Monsieur le maire, chaque année, il vous est proposé d'approuver le compte-rendu annuel. Ce soir, le CRAC est arrêté donc au 31 décembre 2021. Concernant les dépenses liées au foncier, elles s'élèvent à 1 373 800 € et relèvent principalement de l'opération sur l'ancienne poste, avec entre autres l'acquisition en date du 27 avril donc 2021 par acte authentique de l'assise de l'ancien bâtiment pour 540 000 €. Concernant les études réalisées sur l'exercice, elles représentent un montant de 10 676 € et concernent les diagnostics techniques réalisés dans le cadre des travaux de démolition de la poste et de la cession du pavillon commercial. Concernant l'aménagement des sols, nous enregistrons une dépense de 222 117 €. Cela relève des travaux de démolition et de déconstruction de l'ancienne poste, donc ce qu'on appelle l'îlot C. Les autres îlots n'enregistrent pas de dépenses pour ce poste au titre de l'exercice 2021. Concernant les dépenses liées aux travaux VRD, elles s'élèvent à 389 640 €. 137 651 € concernent les travaux réalisés par les concessionnaires de réseau. 41 500 € sont des dépenses liées à l'aménagement des espaces verts et l'installation de mobilier urbain. Et 77 305 € concernent les honoraires techniques. Concernant les recettes sur l'exercice 2021, nous enregistrons des cessions à hauteur de 2 416 118 € qui concernent la cession du lot A3 donc de voisins immobiliers pour un montant de 1 397 256 € TTC et la scission de l'îlot D I4 promotion pour un montant de 866 366 €. La participation de la commune sur la totalité des opérations est inchangée et représente donc 9 712 958 €. Isabelle, y a-t-il des interventions? Monsieur Maguet? Je voudrais remercier les personnes du service financier qui ont répondu à la demande d'infos complémentaires au rapport CRAC 21 que j'avais adressé à Madame Collin. En effet, la plupart des lignes du compte des dépenses de l'opération Cœur de Ville sont insuffisamment détaillées pour en apprécier la diversité et l'importance. Il n'y a par exemple aucun détail sur le gros chapitre VRD, voies et réseaux divers, dont le montant est de l'ordre de 9 millions réalisé sur tout le passé de l'opération.
Nous pensons d'ailleurs qu'il n'est pas inutile que l'ensemble des membres du Conseil soient destinataires de ces compléments d'information, parce que je crois qu'ils sont précieux. Et à l'avenir, nos représentants au CA de la SPLAD ne pourraient-ils pas utilement suggérer d'améliorer la présentation du rapport en y incluant davantage de détails et de précisions sur les dépenses, parce que c'est quand même un peu ramassé. Pour le reste, le rapport nous semble rendre compte assez fidèlement des réalisations et de l'état d'avancement des travaux de l'opération décidée par la majorité municipale. En ce sens, nous n'avons pas de raison de nous y opposer, mais sachant que nous ne partageons pas l'essentiel de ce projet, y compris les modalités et le montant de rémunération de la SPLAD, nous nous abstiendrons sur ce rapport. Merci. D'autres interventions? Il n'y en a pas, donc je soumets à votre approbation, qui est d'avis de voter contre, de s'abstenir, donc 2 abstentions. Rapport adopté, je vous remercie. Rapport numéro 6, il concerne la modification du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des suggestions, de l'expertise et de l'engagement professionnel, autrement dit leur IFSEP, l'IFSE pour les catégories B. Et donc ce rapport permet d'intégrer dans l'indemnité de fonction, de suggestion et d'expertise des catégories B le cadre d'emploi des auxiliaires de puériculture qui est passé de catégorie C à catégorie B début 2022, donc par le décret 2021-1882, comme vous avez pu le lire. Et d'autre part, il est proposé une revalorisation du plafond du groupe 1 de 1 000 € qui passe de 11 000 à 12 000. Il apparaît nécessaire d'améliorer la cohérence des plafonds d'IFSE de la catégorie B en augmentant de 1 000 € annuels le plafond du premier groupe, comme je viens de le dire, et ainsi avoir un écart type identique entre chaque groupe que l'on trouve par ailleurs dans les 2 autres catégories, puisque, comme vous avez pu le lire, nous avons 4 000, 8 000, ainsi nous aurons 12 000 €. Tout ceci a évidemment été vu en comité technique qui a donné un avis favorable en date du 28 août dernier. Voilà sur le principe de cette délibération. Y a-t-il des remarques, des interventions? Monsieur Declat. Une simple question. Nous souhaiterions avoir une idée du nombre de personnes concernées, parce que on raisonne en termes de seuil, mais on ne sait pas combien d'agents sont concernés par cette mesure. Par cette mesure, alors le détail, je ne l'ai pas. Un ordre de grandeur, mais ça, on sera en mesure de vous le donner prochainement. Un seul, apparemment. Un seul. Alors, pour le plafond pour les 1 000 €, c'est un seul, oui. Tout à fait. Qui travaille au service enfance jeunesse. S'il n'y a pas d'autres interventions, je soumets à votre approbation qui est d'avis de voter contre, de s'abstenir, donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Rapport numéro 7, modification du tableau des emplois. Je vous propose donc la création d'un poste d'éducateur de jeunes enfants à temps complet. Donc là, c'est pour remplacer un départ en retraite et la création est liée à un grade différent. C'est également un poste d'adjoint technique principal de première classe à temps non complet à 80% parce que la personne a souhaité travailler à 80%. C'est également 3 postes d'adjoint technique à temps complet. C'est pour compenser 2 départs à la retraite et un départ pour une personne qui s'est mise en disponibilité. Et puis un poste de chargé de cours à temps non complet à 30%, pardon. C'est tard ce soir. Donc c'est la personne qui intervient dans les écoles, et c'est tout à l'honneur de la commune, je dirais, de permettre à nos enfants d'avoir une instruction musicale en tout cas,
Et puis, vous avez également un poste d'éducateur de jeunes enfants à temps complet. Là aussi, c'est pour compenser un départ en retraite. Voilà sur les créations de ces postes proposés. Avez-vous des remarques, Monsieur Declat? Une toute petite remarque. Le libellé création de postes nous avait amené à vouloir poser une question si c'était de véritables créations ou non. En fait, non, c'est le jeu normal. Oui, mais c'est très bien, vous l'avez expliqué, il n'y a pas de problème. Entendu. Donc, s'il n'y a pas d'autres interventions, je soumets à votre approbation, qui est d'avis de voter contre, de s'abstenir, donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Rapport numéro 8, c'est la mise à jour des taux de promotion pour les avancements de grade. Donc, en considérant les dernières évolutions législatives relatives à certains cadres d'emploi, il est nécessaire de mettre à jour ces taux de promotion. Vous l'avez vu, ce qui est important, c'est le ratio. Ça concerne les grades d'origine ingénieur principal, puéricultrice, auxiliaire de puériculture de classe normale et moniteur éducateur. Là aussi, cette proposition a reçu un avis favorable du CT en date du 28 juin, puisque le ratio est de 100%. Des remarques, Monsieur Declat, je vois que... Oui, simple question. D'abord, bravo, parce que 100% de promus et de promouvables, c'est un chiffre remarquable. Deuxièmement, est-ce que c'est la loi ou est-ce que c'est la mairie qui décide? C'est la mairie. On pourrait faire moins. D'accord. S'il n'y a pas d'autres interventions, là aussi, je soumets à votre approbation, qui est d'avis de voter contre, de s'abstenir, donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Rapport numéro 9, il concerne donc l'action sociale de la collectivité. C'est la contractualisation pour l'année 2022 avec le comité d'action sociale des collectivités territoriales de l'agglomération dijonnaise et des organismes affiliés. Autrement dit, on entend souvent parler du CAS. Donc, par délibération en date du 2 mars 2010, le conseil municipal a décidé, dans le cadre de l'action sociale mise en place par la ville au profit des agents communaux, de conserver l'adhésion au comité d'action sociale et des organismes affiliés à compter du 1er janvier. Depuis cette date, la signature d'une convention annuelle est nécessaire. Donc, vous connaissez le principe, puisque nous revenons vers vous tous les ans par rapport à ce dossier. La contribution financière au CAS est calculée en fonction des prestations effectivement utilisées par les agents de la ville de Quetigny. Le montant total de la cotisation due au titre de l'année 2021 a été arrêté à la somme de 27 630,92 €. Un acompte prévisionnel a été versé en 2021 pour un montant de 25 000 €. Donc, il nous faut approuver le versement du solde de la cotisation, qui s'élève à 2 630,92 €, de reconduire l'adhésion au CAS dans les mêmes dispositions pour l'année 2022 et approuver le versement d'un acompte prévisionnel de 28 000 € et de me mandater pour signer donc cette convention annuelle relative à l'adhésion. Voilà sur ce dossier qui est somme toute classique. Avez-vous des remarques, des questions? Il n'y en a pas. Je soumets à votre approbation, qui est d'avis de voter contre, de s'abstenir, donc adopté, là aussi, à l'unanimité. Je vous remercie. Rapport numéro 10. C'est la modification du règlement d'utilisation des terrains de tennis, et c'est notre collègue Valentin Niaourou, adjoint délégué au sport, qui nous le présente. Merci, Monsieur le maire. Chers collègues, il est proposé aujourd'hui au conseil municipal d'approuver la modification du règlement intérieur de l'utilisation des terrains de tennis municipaux, notamment afin de notifier la suppression des badges de réservation pour le cours sur le Réservascope. L'usage démontrant que ces réservations n'avaient plus d'utilité et les terrains de tennis étant ouverts continuellement sans qu'aucune dégradation n'ait été à déplorer. Compléter le règlement sur la tenue et le comportement exigé, précisant qu'une attitude courtoise et un esprit sportif soient de rigueur. Rappeler enfin formellement l'interdiction d'utiliser la location des cours de tennis à des fins commerciales, et notamment pour y dispenser des cours particuliers
sans autorisation de la ville de Quetigny. De nouveaux règlements intérieurs des tennis municipaux vous sont joints en annexe pour plus de précision. Merci. Ça fait longtemps que l'on ne voit plus les badges au terrain de tennis, donc il fallait effectivement prendre de nouvelles dispositions. C'est ce qui est fait. Avez-vous des questions, des remarques? Monsieur Quinquer. Merci, monsieur le maire. Réformer ce règlement était nécessaire. En effet, je vois régulièrement, et à contrario de ce que vient de dire notre cher camarade, je vois régulièrement par contre des personnes qui font de la trottinette ou du foot, ce qui n'est pas du tout approprié, et dégradent les terrains. Aussi, combien de personnes sont parfois en chaussures de ville ou en chaussures inadaptées sur ces terrains de tennis? Toutes ces utilisations non conformes ont dégradé de façon irrémédiable les cours de tennis de notre commune. Ceci a des incidences sur la bonne pratique du sport par les licenciés, mais aussi par les amateurs, qui sont les bienvenus. Ces modifications sont donc nécessaires. Nous vous en félicitons, même si nous pensons que c'est un peu tardif. Pour information, une belle fissure est apparue sur le terrain numéro 1. J'ai cependant plusieurs questions à vous poser. Je lis dans le règlement, les agents municipaux de la ville pourront, si besoin, faire sortir du site toute personne ne respectant pas le présent règlement, voire leur retirer leur carte passeport loisir dans l'attente d'une décision de l'adjoint au maire en charge du sport. Toute anomalie constatée doit immédiatement et impérativement être signalée, et je passe le numéro de téléphone. Donc c'est pas mal, vous faites participer les concitoyens. Donc ma première question: comment et à qui sera diffusé ce règlement? Il doit être connu d'une majorité et pas seulement des usagers qui respectent leur lieu de pratique. Deuxième question, des rondes seront-elles prévues? Des sanctions ont-elles déjà été prises? Qu'en est-il des personnes qui ne disposent pas de carte passeport loisir? Êtes-vous certain que ces sanctions soient suffisamment persuasives? Permettez-moi d'en douter, ces incivilités sont régulières au vu des témoignages des usagers. Troisième question, pourquoi ne pas laisser gérer ou co-gérer avec la gestion des cours avec les membres du club? D'autre part, nous souhaitons aussi vous demander un amendement. Donc apparemment, on ne peut pas réserver par la carte, mais je ne sais pas si vous êtes au courant, il est possible de réserver 2 cours par l'application TenUp, le T1 et le T2, quand vous êtes licencié au club. Parfois, ces 2 cours sont utilisés par des non-licenciés, voire des extérieurs à notre commune. Il serait judicieux de modifier ce règlement en stipulant que si des non-licenciés occupent le terrain, alors que celui-ci est réservé, les non-licenciés doivent libérer le cours. Petite remarque, juste ironique, les cours de tennis sont ouverts jusqu'à 22h. Ils ne sont pas éclairés. Vous avez déjà essayé de jouer au tennis jusqu'à 22h, même en été, sans lumière, peut-être avec une frontale. Enfin, j'ai encore une toute petite question qui me taraude. Les cours de tennis seront enfin rénovés. Pouvez-vous cependant nous dire pourquoi vous avez refusé la proposition du comité départemental de tennis qui proposait de financer 3 cours supplémentaires, dont 2 cours couverts et un clubhouse beaucoup plus grand, sans que cela ne coûte plus cher à la commune? Un tel complexe aurait permis d'organiser des manifestations nationales et prestigieuses, et bénéfiques aussi pour la ville de Quetigny, mais aussi plus de licenciés et peut-être des emplois comme des services civiques. Ce partenariat aurait même permis de faciliter la gestion et l'entretien de ces espaces sportifs. Je m'interroge vraiment sur la raison de ce refus. Monsieur le maire, pouvez-vous nous en dire plus? Oui, je peux effectivement vous en dire plus. La Fédération française de tennis donnait 100 000 euros pour un projet qui était de 1 200 000 euros. Voilà. Donc il manquait plus qu'1 100 000 euros. Eh bien, je vous invite à les recontacter. Moi, je vais le voir encore à nouveau demain. Et alors, après, par rapport aux incivilités, oui, je te passe la parole. Effectivement, il y a quelques incivilités, il ne faut pas non plus exagérer. Et il n'y aura pas de garde armée ou autour des terrains de tennis, ça, je vous l'assure, il n'y aura même pas de caméra. Pour autant, bien sûr que ça fait partie
des incivilités que l'on voit, qui sont quelquefois un peu récurrentes. Un jeune qui rentre avec une trottinette. Oui, enfin, l'état des terrains, c'est surtout qu'ils ont 50 ans. C'est surtout ça. C'est pas les dégradations des ados qui viendraient avec une trottinette ou voir des adultes avec des chaussures de ville, par exemple. C'est surtout qu'ils ont plus de 50 ans. Donc il y a une vraie réflexion. C'est cette réflexion portée par Valentin, la commission des sports, et il va nous en dire sans doute un peu plus. Et puis, tu t'interrogeais sur le fait de savoir si, comment nous allions faire pour que tout le monde sache au moins où est le règlement intérieur sera affiché sur les cours de tennis pour qu'il soit accessible et connu de tout le monde. Et puis, bon, pour le comité, le maire a répondu, enfin, on les a reçus, effectivement. C'est pour un budget de 1,2 million, il était quand même difficile d'accepter 100 000 pour pouvoir le faire. Donc, peut-être qu'ont-ils voulu sauver la mise en rehaussant, enfin, ce qu'ils ont promis. Et puis pour le reste, on pourra partager les échanges en commission, vu que tu y es aussi, on pourra partager les échanges en commission. Mettre à votre approbation, qui est d'avis de voter contre, de s'abstenir, donc adopter à l'unanimité. Je vous remercie. Rapport numéro 11, il concerne l'avenant à la convention entre la commune de Quetigny et Dijon Métropole par rapport à la carte culture étudiante, et c'est notre collègue Sandrine Mutin, adjointe déléguée à l'action culturelle, qui nous le présente. Oui, il s'agit d'une reconduction de la convention que l'on a signée en 2016. On la reconduit tous les ans. Il s'agit d'une carte de réduction de spectacle pour les étudiants, uniquement étudiants. Cette année, une petite nouveauté, il rajoute les cinémas arts et essais. Bien sûr, nous ne sommes pas concernés puisque nous n'en avons pas sur la commune. Donc pour nous, on ne s'en sert pas très souvent de cette carte culture puisqu'on a des tarifs réduits pour les jeunes, même la gratuité jusqu'à 14 ans. Donc pour nous, elle ne s'applique pas vraiment, mais on suit quand même cette convention pour rester dans le dispositif de la métropole. Voilà, tout simplement. Alors, pour éviter de faire craquer les micros, je vous propose, je l'ai sans doute fait aussi, d'être un peu éloigné, de ne pas les tenir, et peut-être que ça ira mieux comme cela. Je sens effectivement, je vois nos collègues, quelques collègues, gênés par ce bruit. Donc, il est proposé de reconduire cette carte culture encore pour cette année, 2022-2023. Merci. Y a-t-il des interventions? Il n'y en a pas. Je soumets à votre approbation, qui est d'avis de voter contre, de s'abstenir, ne prend pas part au vote. Donc, la délibération est adoptée. Je vous remercie. Rapport numéro 12. C'est la contribution de la ville de Quetigny au dispositif EMAS, qui veut donc dire équipe mutualisée à Codège SDAT. Et c'est notre collègue Catherine Gauzy, adjointe déléguée à l'action sociale, qui nous le présente. Merci, monsieur le maire. Donc oui, c'est un dispositif qu'on a déjà vu l'année dernière, qui a été mis en place suite à un travail partenarial dans le cadre du CLS de Dijon Métropole, le Conseil local de santé de Dijon Métropole, pour les personnes qui souffrent de troubles psychiques. Ça va leur permettre donc l'accès aux soins pour des personnes majeures qui sont en non-demande et qui habitent dans un logement autonome. Ça va également permettre une mise en œuvre et une coordination d'un parcours de soins adapté, contribuant à stabiliser la situation sur le long cours et aussi éviter les ruptures de prise en charge, mais aussi le maintien de ces personnes en logement autonome en recherchant la prise en charge médico-sociale la plus adaptée à leur situation. C'est un dispositif de principe fondamental de l'Allée Vert, puisque un travailleur social, une infirmière et un psychologue interviennent directement au domicile de la personne. Les financeurs sont l'État, l'ARS, les 5 communes de la première couronne, les bailleurs sociaux, bien entendu, et il est donc proposé de
de valider la subvention de 1 394 € pour cette année, sachant que pour l'année 2021, 3 habitants de notre ville ont pu bénéficier de ce dispositif. Bien entendu, ce dispositif ne se substitue pas au droit commun. Donc, considérant l'intérêt, il vous est donc proposé d'approuver le versement à l'ASDAT d'une subvention de 1 394 € au titre du financement de ce dispositif EMAS pour l'année 2022. Y a-t-il des interventions? Je n'en vois pas. Je soumets à votre approbation. Qui est d'avis de voter contre, de s'abstenir, donc adopté à l'unanimité? Je vous remercie. Vous avez les informations ensuite. Renouvellement des adhésions des associations, vous avez la liste. Vous avez les marchés publics, les mises à disposition de locaux pour une durée inférieure à 12 ans. Vous avez une protection fonctionnelle pour nos policiers municipaux. Et vous avez, dans le cadre des informations réglementaires, le rapport annuel de Dijon Métropole sur le prix et la qualité du service public en matière d'élimination des déchets de l'année 2021, que je ne doute pas vous avez lu avec beaucoup d'attention parce qu'il y a beaucoup d'informations dans ce document. Et puis, il y avait 2 questions orales qui ont été proposées par le groupe Réinventons Quetigny, et c'est M. Decla qui va nous les présenter. La première... Peu importe l'ordre. Comme vous voulez. Bon. Ça... Alors, la première porte sur la pollution de la Mirande. La Mirande connaît des pollutions depuis plusieurs dizaines d'années. L'association Quetigny Environnement a toujours signalé à la municipalité en place, chaque fois avec photo à l'appui, des pollutions dont elle a eu à connaître. La police municipale a été à plusieurs reprises destinataire de ces messages. L'association est déjà intervenue lorsqu'Hervé Vouillot était maire il y a 40 ans. Elle a alerté la municipalité plus récemment, en août 2016, en avril 2019, en juillet et septembre 2020, en février 2021, et tout dernièrement les 27 et 30 août, puis le 13 septembre de cette année. Il semble bien que nous assistions depuis quelque temps à une accélération du phénomène. C'est ainsi qu'entre le 27 août et le 13 septembre dernier, Quetigny Environnement a constaté 3 pollutions visuelles, étant précisé qu'il suffit d'un simple épisode pluvieux pour faire disparaître en général les traces de pollution et qu'on peut donc penser qu'elles sont bien plus fréquentes. Si nous pouvons comprendre que le cours de la Mirande n'est pas la priorité des élus de notre commune, il est de notre responsabilité, à tous, de ne pas rester au stade de l'inertie concernant cette pollution récurrente. Certes, il y a bien eu une réaction positive de votre part en février 2020, lorsque le directeur de votre cabinet, Nicolas Zucchiati, faisait savoir à l'association que vous alliez, je cite, « solliciter une réunion avec la métropole, les services de l'État et Quetigny Environnement pour partager les constats, faire le point sur les démarches en cours et surtout imaginer un plan d'action pour traiter la question. Nous aimons à penser que c'est le Covid et non la fin de la campagne électorale qui a empêché de traduire cette proposition en actes. Il est plus que temps de résoudre un problème qui n'a que trop duré. C'est pourquoi nous vous posons simplement la question: quelles démarches et quelles initiatives pensez-vous prendre pour que les eaux de la Mirande coulent désormais en toute limpidité à Quetigny? Oui, juste une précision. Oui, une précision, c'était à la demande du président de Quetigny Environnement que nous soumettons cette question-là à votre sagacité. Alors, je ne comprendrais pas que vous compreniez pas que la priorité des élus, la Mirande, ça nous intéresse. La Mirande, le Cromois qui a été pollué également. Si l'association Quetigny Environnement a toujours signalé à la municipalité en place, chaque fois avec photo à l'appui, les pollutions de la Mirande dont elle a eu à connaître
remplissant ainsi un rôle de donneur d'alerte d'opposition. Je déplore que Quetigny Environnement n'ait jamais travaillé en collaboration avec la commune dans un rôle de conseil et de proposition. Il ne suffit pas de dénoncer, il faut aussi travailler pour trouver les solutions. Donc, des propositions de solutions contre la pollution de la Mirande, remplissant ainsi un rôle d'association de protection de l'environnement. Chaque fois que la mairie a eu connaissance d'une pollution du cours d'eau la Mirande, elle a dépêché les services de la métropole pour faire procéder à la dépollution. Parce qu'il ne suffit pas qu'il pleuve pour que la pollution s'en aille. Quelquefois, elle part naturellement parce qu'il y a une pollution à un instant T. Et il faut aussi analyser, expertiser, en tout cas identifier la provenance de la pollution. Toutes les fois où l'identification de la provenance de la pollution des eaux a pu être faite, la mairie a pris contact avec les pollueurs, en grande majorité des entreprises de la zone commerçante, pour faire cesser l'écoulement de résidus dans le cours d'eau. Dès lors que l'origine de la pollution est identifiée, une plainte est déposée par Dijon Métropole. Il y a eu des pollutions, par exemple, c'est des techniciens de surface, comme on les appelle dans les nouvelles appellations, qui rinçaient leurs machines à l'extérieur du magasin ou de la grande surface commerciale, et l'eau de rinçage s'écoulait dans les regards d'eau pluviale et on récupérait effectivement dans la Mirande les résidus. Donc c'est ça, il y a des pollutions de ce type-là, donc celles-là, elles sont plus faciles à identifier, et il y en a d'autres où effectivement, malgré la mobilisation des services métropolitains de la CG d'eau, nous n'arrivons pas effectivement à trouver l'origine. Malheureusement, il n'a pas toujours été permis d'identifier le lieu du déversement ni l'auteur. La compétence eau étant déléguée à la métropole et la gestion des cours d'eau à un syndicat de rivière, la mairie de Quetigny souhaite coordonner ses acteurs pour une action commune afin de rechercher une solution pérenne contre ces pollutions qui restent une priorité pour la ville, aussi bien en termes environnementaux qu'en termes de qualité de vie. Aussi, une réunion doit se tenir prochainement. Elle aurait dû avoir lieu avant les vacances. Elle doit se tenir prochainement avec les services de Dijon Métropole, à laquelle nous souhaitons également associer l'Office français de la biodiversité, pour rechercher des solutions pérennes à ces situations de pollution isolées et indépendantes du réseau structurel d'assainissement. Les associations environnementales désireuses de rechercher des solutions collectives seront évidemment associés. Voilà pour votre première question. La deuxième question porte sur les mesures à prendre contre le gaspillage d'énergie, présentée donc par Anton Quetigny. Dans de nombreuses communes de France, les municipalités considèrent avec appréhension l'alourdissement considérable des dépenses d'énergie prévues l'hiver prochain, certaines annonçant même des décisions radicales. Monsieur le maire, vous semblez partager cette inquiétude, puisque vous avez alerté, lors du bureau municipal du 12 septembre, votre équipe, sur, je cite, les contraintes lourdes qui vont peser sur la collectivité dans le cadre de la préparation budgétaire 2023. Nous souhaitons que, dans le souci d'éviter à nos concitoyens une augmentation trop importante des charges auxquelles ils seront confrontés dans les mois qui viennent, mais aussi dans l'intention de préserver l'environnement, dont la dégradation s'accélère de façon de plus en plus alarmante, vous examiniez dès à présent quelles mesures pourraient être adoptées pour éviter tout gaspillage, en réduisant autant que possible les dépenses d'éclairage urbain, de publicité lumineuse, de chauffage, à des heures et dans des lieux où on pourrait les réduire sans trop de dommages. Quel type de décision envisagez-vous de prendre, monsieur le maire, pour faire face à cette situation, et comptez-vous associer à l'élaboration de ces mesures les conseillers d'opposition ? Alors, je vous remercie d'interroger la majorité municipale sur cette question d'actualité. La consommation d'énergie et la hausse des prix est une ardente priorité pour la commune de Quetigny. Votre question appelle deux réponses. Celle de la maîtrise de notre consommation d'énergie au regard de l'inflation des prix
risquant de grever le budget de la commune, et celle, tout aussi essentielle, des changements de comportement des collectivités et des citoyens dans la lutte contre le gaspillage énergétique et dans la lutte contre le réchauffement climatique. En premier lieu, vous le soulignez, la commune a subi de plein fouet les effets de l'inflation et le budget supplémentaire 2022, adopté au mois de juin, est venu illustrer l'ampleur des conséquences pour notre commune, puisque le chapitre des charges à caractère général a été abondé à hauteur de 170 kg sur les seuls postes des fluides. Le budget 2023 devra, sans surprise, accuser une augmentation continue des prix de l'énergie qui touche tous les pays européens. C'est pourquoi, dès cet été, nous avons amorcé une réflexion sur les pistes d'économie d'énergie pour la commune. Pour vous répondre plus précisément, nous analysons l'ensemble des consommations d'énergie de notre patrimoine immobilier, que ce soit pour les salles municipales, les écoles, les services, équipements sportifs, etc., afin de proposer une baisse possible des degrés de chauffe en fonction des occupations et une réorganisation de l'utilisation de ce patrimoine. La mise à disposition des salles municipales auprès des associations pourra être ainsi modifiée. Autre piste également à l'étude, la périodicité du ménage des bâtiments et des horaires afin d'éclairer et de chauffer trop tôt les bâtiments communaux. Quelquefois, on chauffait pour que la dame qui fait le ménage, enfin dame parce que c'est principalement des femmes, on chauffait pour que les conditions de travail. Donc, si elle fait le ménage pendant les heures de travail, pendant les heures de bureau, dites de bureau, effectivement, on chauffera moins tôt. Si la hausse dramatique des coûts de l'énergie nous pousse à aller plus loin, la mairie de Quetigny avait d'ores et déjà engagé des travaux visant à lutter contre le gaspillage énergétique. À titre d'exemple, nous avons changé les éclairages de plusieurs équipements sportifs en LED afin d'abaisser la consommation d'énergie. Par ailleurs, le raccordement du nombre important de logements du parc habité et 2/3 des bâtiments publics de Quetigny, donc raccordés à la chaufferie urbaine, permet une maîtrise des coûts au regard de l'explosion du prix de l'électricité et du gaz que l'on connaît. De même, la réfection du réseau de chaleur du groupe scolaire Léhuche permettant une séparation des circuits par zone d'occupation représentera une économie de plus de 5 500 € par an. Enfin, une réflexion est en cours sur la rénovation thermique des bâtiments publics. Concernant les éclairages publics, vous n'êtes pas sans savoir que cette compétence relève pour l'essentiel de la métropole dijonnaise. Les éclairages nocturnes, déjà abaissés à 50%, pourraient ainsi être réduits de 70% pour ceux passés en LED, en technologie LED, ce qui représente environ 40% de l'éclairage public de Quetigny et 100% d'ici 2 ans. L'extinction totale de certains secteurs est à l'étude, mais ne pourra pas concerner l'ensemble de nos rues pour des raisons de sécurité. Pour la commune de Quetigny, nous proposerons de mettre fin à l'éclairage nocturne des bâtiments publics tels que le château de la Motte, comme vous pouvez le voir, ou celui de la mairie. Mais cette réflexion sur notre consommation d'énergie doit être plus large et plus pérenne. La sobriété énergétique consiste tout d'abord à nous interroger sur nos besoins, puis adapter nos usages à ces besoins pour modifier en profondeur nos modes de consommation. Au-delà de l'urgence actuelle, nous devons donc nous questionner sur notre sobriété structurelle, à partir d'objectifs d'aménagement et d'urbanisme, sur notre sobriété collaborative, relevant d'une logique de mutualisation des équipements et de leur utilisation, et enfin sur notre sobriété dimensionnelle, en accompagnant le développement de mobilité douce. Les communes peuvent et doivent agir sur ce volet énergétique, comme le fait la ville de Quetigny. Mais l'État devra prendre sa part, pas seulement à coup de fonds verts déclenchés en toute hâte ou par la mise en place d'un bouclier énergétique ne concernant que les petites communes. Nous devons aller plus loin dans la lutte contre les passoires énergétiques, dans les mesures contraignantes à l'encontre des plus grosses entreprises polluantes et dans la justice écologique. Faire reposer la responsabilité sur les plus petits
et peser le poids des mesures environnementales sur une population qui n'en a pas les moyens n'est plus tolérable. Nous allons au-devant d'une grande crise énergétique qui nous forcera à modifier nos comportements, et là, je l'espère, dans le bon sens. L'hiver approche et nous devrons trouver des solutions acceptables pour la population qui ne pourra pas se priver de chauffage. C'est pourquoi la majorité municipale va plus loin et étudie la possibilité de mettre en œuvre des aides auprès des habitants de Quetigny en situation de précarité énergétique. Les conseillers d'opposition devront être associés à ce travail d'ampleur au sein de la commission patrimoine, projet urbain et développement soutenable et de la commission solidarité dans un esprit de responsabilité collective et de recherche de solutions pérennes. Voilà, au jour d'aujourd'hui, quelques exemples qui sont mis en place. Et vous avez pu le voir dans le rapport annuel sur l'élimination des déchets, où effectivement l'énergie thermique est réinjectée dans le chauffage urbain, par exemple. Et ce réseau de chauffage urbain permet, en tout cas aujourd'hui, d'avoir des conditions de prix plus acceptables que les énergies électriques ou fuel, par exemple, et gaz. Voilà, j'en ai terminé. Et d'ailleurs, pour la réflexion, on va à prendre en compte également, c'est vous faire part que nous allons changer les horaires des conseils municipaux et qui seront désormais à 19h, ce qui permettra de libérer les services de la ville plus tôt, de nous libérer, nous également, évidemment, mais aussi de chauffer moins longtemps, par exemple, les bâtiments. Ça, c'est pas avec ça que l'on va faire de grandes économies, mais c'est le jeu des petites rivières. Voilà, vous avez eu toutes les informations. C'était la dernière question orale. Vous n'avez plus à signer le cahier tenu par Moulet. Je vous souhaite une bonne soirée et vous donne rendez-vous pour le prochain conseil municipal qui aura lieu le 18 octobre. À 19h.